Bienvenue donc dans ce nouveau chapitre qui s'intitule Les déficiences du système immunitaire. Dans ce quatrième chapitre, nous allons voir une première partie d'une immunodéficience innée avec l'exemple de l'enfant dans la bulle. Pour bien comprendre ce chapitre, il faut vous rappeler que votre système de défense est basé d'abord sur une réponse immunitaire innée qui est plutôt rapide et non spécifique, et qu'ensuite vous avez en second une réponse immunitaire adaptative, plus lente, mais donc spécifique d'un antigène, qui intervient en deuxième temps si votre réponse immunitaire innée est devenue inefficace. Alors, souvenez-vous que cette réponse adaptative était basée sur le fonctionnement, le rôle de deux lymphocytes, le lymphocyte B et le lymphocyte T, le lymphocyte B produisant des anticorps spécifiques d'un antigène, et étant capable d'inactiver, d'accord, donc de bloquer les antigènes. Ensuite, le lymphocyte T lui va agir plutôt sur les cellules qui seront infectées et qui vont, si vous voulez, montrer en surface, exprimer en surface donc des éléments qui ne seront pas normaux. Alors dans tous les cas, vous avez aussi une collaboration et une coopération avec les phagocytes qui, eux, vont ensuite avaler soit les éléments inactivés par les anticorps, soit les débris cellulaires issus de la lyse cellulaire, donc du baiser de la mort, donné par le lymphocyte T. Alors, rappelez-vous aussi que les antigènes correspondent aux molécules qui sont présentes sur la membrane donc des éléments étrangers au corps ou appartenant au corps. Donc soit ces antigènes sont reconnus comme étant à soi, soit les antigènes sont reconnus comme étant du non-soi. Alors cette réponse généralement, cet ensemble de réponses généralement est très efficace pour enrayer l'infection, et on va voir dans ce chapitre ce qu'il se passe lorsque notre système de défense est rendu inefficace. Alors soit rendu inefficace, c'est le cas par exemple pour la vidéo d'aujourd'hui, par une maladie, quelque chose que l'on a à la naissance, d'où l'adjectif inné, et on verra dans un second temps, donc avec une autre vidéo que vous aurez la semaine prochaine, ce qu'il se passe lorsque ce système de défense est rendu inefficace par une maladie que vous allez acquérir, d'où le terme d'immunodéficience acquise, et on traitera du sida dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à une immunodéficience innée. Donc, entendez une déficience du système immunitaire qui a été donc qu'on a eu de naissance, qui a été présente dès la naissance. Alors, on va prendre un exemple assez ancien, puisque le jeune David Vetter, surnommé Bubble Boy, est né en 1971. Donc on va partir dans les années 70 et les années 80, au tout début, lorsque les recherches n'étaient pas sur la génétique et sur le système immunitaire, n'étaient pas aussi avancées qu'aujourd'hui. Alors, le concept de, entre guillemets, bébé bulle, ce que vous entendez parfois dire à la télévision, a été inventé par les médias. Pour décrire quoi? Pour décrire le fait que pendant la phase de traitement, les enfants vont être placés dans une enceinte stérile, recouverte par une enveloppe plastique transparente. Ou alors, dans le cas de David, il va être placé toute sa vie, donc dès sa naissance, dans cette enveloppe plastique transparente à cause de cette immunodéficience qui est innée, donc présente depuis sa naissance. Alors, je vais vous laisser donc écouter la vidéo, essayer de repérer le nom de la maladie, les symptômes, d'accord, les conséquences donc sur sa vie d'enfant et sur la vie de la famille, et puis ensuite les traitements qui lui ont été proposés.
Donc l'histoire tragique de ce petit garçon, donc David Vetter. Alors si vous avez compris, David est né donc à Houston le 21 septembre 1971. Alors il a été diagnostiqué comme étant atteint d'un déficit immunitaire combiné sévère, ce qui veut tout simplement dire que sa moelle osseuse ne produit pas donc de lymphocytes capables donc de défendre le corps, que ce soit des lymphocytes T ou des lymphocytes B. Ensuite, il avait, on le sait, 50% de risque d'en être atteint. Donc ça, ses parents en étaient pleinement conscients, puisque son frère aîné est mort de la même maladie à l'âge de 7 mois. Donc on verra plus tard pourquoi est-ce qu'il avait donc ces 50% de risque d'être atteint par la maladie. À cette époque, donc dans les années 70, au moment de sa naissance, c'est une véritable condamnation à mort. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun traitement pour soigner ce déficit immunitaire sévère, c'est-à-dire que ça touche les deux. Combiné veut dire que ça touche les deux types de lymphocytes, B et T, et sévère, ça veut dire que ce n'est pas évidemment quelque chose qui peut être soigné. Alors la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est donc placer David dès sa naissance dans un espace aseptisé dans lequel il va grandir. Donc d'abord une couveuse vraiment stérile, et puis ensuite progressivement des bulles entre guillemets de plastique qui ne lui laissent aucun contact direct avec le monde extérieur. Donc il avait des bulles en plastique, tout un ensemble de bulles dans l'hôpital, et puis ensuite des espaces donc de vie ont été installés chez lui de manière à ce qu'il puisse avoir une vie la plus normale possible dans cette situation. Tout ce qui rentrait à l'intérieur de la bulle devait absolument être aseptisé, ça veut dire que la plupart de ces aliments n'avaient peut-être aussi pas beaucoup de goût. On l'a informé de sa maladie dès l'âge de 4 ans, donc c'est pas facile pour un petit garçon à 4 ans donc de prendre conscience qu'on n'est déjà pas comme les autres et qu'en plus on ne pourra pas faire comme les autres, c'est-à-dire jouer avec les autres, sortir, ça, voilà. Ça limite quand même vraiment la vie à la maison. Donc de cette expérience-là, David en a développé une phobie des microbes, donc après avoir fait plutôt des caprices pour avoir envie de sortir, et il a développé ensuite vraiment cette peur panique de tomber malade et de mourir. Alors, la NASA lui a créé en 77, donc pour ses 6 ans, un scaphandre pour l'encourager à explorer, lui montrer que la vie n'était pas terminée parce qu'il était enfermé dans ses bulles. Mais ça n'a pas été suffisant, puisque on a vu avec l'arrivée et l'approche de l'adolescence que psychologiquement, cet isolement lié aux bulles et au manque de contact vraiment physique était en train de l'atteindre psychologiquement. Les médecins n'ont eu de cesse de chercher un traitement depuis sa naissance, donc on a pensé à faire la greffe de moelle osseuse de sa sœur qui n'était pas compatible. On a essayé donc des transfusions, donc il n'y a aucun traitement qui a marché depuis sa naissance, et puis c'est difficile de traiter un enfant petit. Donc on a attendu quand même qu'il soit le plus proche, donc en début d'adolescence, pour commencer à envisager un traitement plus lourd, c'est-à-dire une greffe de moelle osseuse. Donc cette greffe a été réalisée en octobre 1983. David avait 12 ans. Cette greffe n'a pas forcément très bien fonctionné, on n'avait pas toutes les connaissances actuelles, et il a développé des graves complications qui l'ont amené à son décès le 22 février 1984, donc dans l'année de ses 13 ans. Donc c'est une histoire assez tragique, mais le décès de David a quand même ouvert des pistes, a quand même ouvert des voies. Ses parents ont autorisé l'autopsie, ce qui a permis quand même de voir que finalement David n'était pas forcément décédé, était à la fois décédé des complications, donc d'une agression entre guillemets du greffon sur la personne sur les tissus donc, du greffé, mais on s'est rendu compte aussi que par le biais de la greffe, David avait développé une tumeur cancéreuse liée certainement à la présence d'un virus. Certains virus, on sait aujourd'hui que certains virus sont capables, responsables de certains cancers. Donc ça a vraiment ouvert plusieurs pistes, malheureusement. Mais David, je pense, on le voit dans d'autres vidéos plus complètes, vous regarderez sur YouTube, qu'il était pleinement conscient du fait qu'il n'allait pas vivre suite à sa greffe. Donc c'est un enfant qui a été vraiment toujours conscient dès l'âge de 4 ans du fait que sa vie était à durée limitée. Sa maladie, sa maladie l'a privé de contact avec sa famille. Cette photo est absolument terrible. On voit que sa maman il est très proche de sa maman, mais bon, à travers ce plastique toujours, hein, il est enfermé dans cette espèce de plastique rempli d'air. Hein, il faut renouveler l'air régulièrement, donc c'est tout un système aussi extrêmement bruyant pour cette époque. Là, on est dans les années 80. Il n'avait pas aussi le confort actuel. Sa maladie s'appelle le DICS, donc le déficit immunitaire combiné sévère, donc ça touche à la fois la non-production de lymphocyte B et de lymphocyte T, voilà pourquoi on parle de combiné. À l'époque, on savait que c'était une maladie donc héréditaire, donc génétique, très rare, que l'enfant n'allait avoir aucune défense immunitaire, donc que sa moelle osseuse était incapable de produire des lymphocytes.
D'accord? Donc ces cellules spécialisées, rappelez-vous, qui sont à la fois pour les lymphocytes T spécialisés dans la destruction de ce qui porte les antigènes qui ne sont pas à nous, donc le non-soi, et puis pour les lymphocytes B, la production d'anticorps qui va neutraliser les antigènes. Aujourd'hui, on en sait un peu plus. On sait que dans ces DICS, on a le DICS-X, qui est une maladie donc, due à un déficit immunitaire combiné sévère, mais lié au chromosome X. Voilà pourquoi on parle de 50% de risque. David avait 50, vous savez, comme c'est un garçon, il est XY, donc il a hérité du chromosome Y de son père, mais il va hériter d'un des deux chromosomes de la maman. Il semblerait que la maman était porteuse saine, c'est-à-dire que le chromosome X portait un gène normal, donc l'allèle normal sur l'un d'eux, et puis sur l'autre chromosome X, il y avait l'allèle muté, donc responsable de la maladie. Eh bien, le frère aîné de David et David ont hérité du chromosome X qui portait l'allèle donc avec la mutation, c'est-à-dire responsable de la maladie. Donc c'est un allèle aussi, vous voyez, qui était plutôt récessif, c'est-à-dire caché par la version normale du gène. Donc voilà pourquoi il avait 50% de risque de développer la maladie. C'est une maladie beaucoup plus rare que ce qu'on pensait, puisqu'elle ne touche qu'un garçon sur 150 000. Ça n'empêche qu'on travaille activement, la recherche travaille activement pour trouver donc des traitements qui fonctionnent très bien, vous le verrez tout à l'heure. Donc il faut attendre 1993 pour que les recherches permettent de comprendre d'où venait l'anomalie. Pourquoi donc cette moelle osseuse est incapable de produire des lymphocytes? En réalité, tout venait du chromosome X. On sait qu'il y a une partie du chromosome X, donc ce gène, qui est responsable de la fabrication d'une protéine qui va être dans la moelle osseuse, donc sur les cellules souches de la moelle osseuse. Cette protéine, c'est elle qui va permettre la naissance et la croissance des lymphocytes. Eh bien, chez les enfants qui ont le DICS, eh bien, le gène est muté et donc il n'y a pas la production de cette protéine. Quels sont les traitements possibles? Alors un traitement très ancien, la solution thérapeutique classique pour établir les défenses immunitaires, c'est proposer aux enfants une greffe de moelle osseuse. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut trouver des donneurs compatibles. D'accord? Donc ça fait deux problèmes supplémentaires. Trouver de donneurs, d'abord dans un premier temps, et puis avoir des donneurs dont les lymphocytes B et T ne vont pas attaquer, d'accord, les cellules de la personne qui va recevoir la greffe. Alors un petit rappel simplement, regardez bien, c'est juste pour information, la moelle osseuse que l'on va greffer n'est pas l'os blanc, c'est-à-dire compact, hein, qu'on trouve au niveau de votre système osseux, c'est l'élément plus spongieux qu'on trouve, il y a un peu rougeâtre, ce qu'on trouve à l'extrémité, vous savez, des os assez longs. C'est dans cette moelle osseuse ici qu'on va trouver donc eh bien, toutes les cellules souches, c'est-à-dire les cellules qui ne sont pas encore des cellules du sang, mais qui vont devenir des cellules du sang. C'est donc dans cette moelle rouge des os, à l'intérieur des os spongieux, qu'on trouve les futurs globules rouges, globules blancs et plaquettes. Alors, dans un schéma un peu plus détaillé, au niveau du bassin, je vois donc très bien cet os spongieux dans lequel je vais trouver effectivement cette moelle osseuse. Cette moelle osseuse contient, vous voyez, donc ces cellules souches qu'on appelle des cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire qui vont devenir les futures cellules du sang, cellules souches hématopoïétiques. Donc ça va donner les futurs globules rouges responsables du transport du dioxygène, les futurs globules blancs responsables des défenses immunitaires, donc les lymphocytes B, lymphocytes T et les phagocytes et autres cellules, comme les cellules sentinelles par exemple, qui sont responsables de la réaction inflammatoire, et il y a d'autres cellules aussi, d'autres globules blancs que vous découvrirez au lycée si vous allez en seconde. Et puis, vous avez donc les plaquettes. Alors, ces cellules-là, forcément, elles sont à l'origine des cellules sanguines. Elles vont évoluer, mûrir en cellules sanguines. Pour l'instant, elles sont à l'intérieur, ces CSH, de votre moelle osseuse. Il y a deux types de prélèvements qu'on peut faire sur le donneur. Soit on fait une simple perfusion et ensuite on va trier dans le sang les cellules souches, d'accord? Soit, ce qui est un peu plus compliqué, soit on va ponctionner directement à l'intérieur de l'os. Donc soit on va essayer de trier dans le sang les cellules qui sont à peine sorties et qui commencent déjà à devenir donc, des cellules du sang, soit on va directement à la source, hein, c'est-à-dire dans l'os. La piqûre n'est pas la même. Alors la technique par contre de greffe, c'est-à-dire le fait de donner cette moelle osseuse, donc ce greffon, à la personne qui en a besoin. D'abord, donc on a fait ce prélèvement de moelle osseuse, c'est-à-dire qu'on appelle un greffon. Alors vous, le greffon, vous imaginez toujours un organe complet, un cœur, un poumon. Là, c'est vraiment un tissu liquide. Hein. Voilà, donc c'est une souche, la moelle osseuse, c'est quoi? C'est une sorte de sang très épais qu'on a aspiré avec une grosse canule dans l'os, c'est-à-dire dans la partie spongieuse de l'os.
Cette moelle osseuse, on va la perfuser donc par voie intraveineuse pendant à peu près 30 minutes au patient. Et puis ensuite, il faut attendre. Et ce qui est intéressant, c'est que les cellules souches ici de mon donneur vont retrouver chez le receveur, donc chez la personne malade, le chemin de l'os et vont se réintégrer à l'intérieur de la moelle osseuse. Ils vont retrouver effectivement l'endroit où ils doivent s'installer. Et une fois que ces cellules ont retrouvé l'endroit où elles doivent s'installer, eh bien, elles vont évoluer en globules rouges, globules blancs et plaquettes. Donc ça veut dire que la personne potentiellement pourrait aussi peut-être changer de groupe sanguin après cette greffe. Donc ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Le malade doit être maintenu dans une chambre stérile pendant environ 1 mois pour vérifier qu'effectivement, évidemment ça prend du temps de reconstituer donc des cellules du sang, ça ne se fait pas tout de suite, et puis il faut éviter le contact avec les microbes, donc on va observer deux choses, la reconstitution des cellules sanguines, et puis ensuite on va vérifier que la personne est bien protégée cette fois grâce aux nouvelles cellules du sang contre les infections. Alors, cette technique a vraiment beaucoup de succès, hein. Lisez bien, je vais vous laisser, donc je vais lire avec vous les paroles du professeur Alain Fischer, qui nous dit que cette technique existe depuis 46 ans, que la moelle osseuse est l'endroit où sont fabriquées toutes les cellules sanguines, dont les globules rouges, et donc il y a dont les globules blancs, pardon, et aussi les précurseurs, donc des lymphocytes. Une fois que les cellules sont greffées, elles sont capables de générer les globules blancs manquants et de corriger le déficit immunitaire. Cette procédure fonctionne bien si le donneur et le receveur sont compatibles. On verra que c'est ça vraiment qui fait vraiment les limites de cette technique. Plus la compatibilité est bonne, plus le risque de complications est faible. D'accord? Donc dans ce texte-là, vous allez essayer de prendre des notes. Vous n'allez pas recopier tout, mais vous allez essayer de prendre des notes. Alors, les limites de la technique, là on retrouve le professeur Alain Fischer avec un enfant atteint de DICS-X, donc on est dans des images plutôt actuelles, c'est un peu une personne qui travaille encore actuellement, qui est encore vivante et qui travaille très activement sur une technique qui permettrait donc d'aider ces enfants avec ces déficiences, ces immunodéficiences innées donc qu'ils ont dès leur naissance. Alors, les limites de la greffe, c'est qu'il n'y a seulement que 20% des enfants malades qui sont en mesure de recevoir cette greffe de moelle osseuse. Il faut vraiment être le plus proche de la compatibilité. Bon, c'est clair que plus il y a de donneurs de moelle osseuse, plus on augmente le risque de rencontrer quelqu'un qui sera compatible. Bon. Il précise aussi que dans les 80% de patients chez qui il y a une compatibilité, d'accord, et donc ils vont recevoir la greffe, la compatibilité n'est pas totale. Donc c'est pas une situation à risque, mais bon, ça augmente un peu le risque d'échec et de rejet. Donc il faut prévoir peut-être des traitements. Alors, ce risque, il est ici, c'est le rejet, donc l'incompatibilité donneur-receveur. Eh bien, il est très probable aussi que David Vetter ait développé aussi une maladie du greffon contre l'autre, peut-être une MGCH, qui survient lorsque les nouvelles cellules souches de la moelle osseuse, une fois qu'elles vont donner, vous le voyez ici dans le schéma, donc ces cellules souches ont retrouvé après la perfusion l'os, elles vont subir une maturation, elles vont donner donc ces cellules souches qui appartiennent au donneur, des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Eh bien, il arrive parfois que ces lymphocytes ici reconnaissent les cellules de l'hôte, c'est-à-dire la personne qui a reçu la greffe, comme étant étrangère. Donc c'est le greffon qui va attaquer la personne, qui va attaquer les cellules de la peau, les cellules de l'intestin, les cellules du foie. C'est principalement les trois types de cellules qui sont attaquées. Alors, cette MGCH, on ne savait pas la soigner il y a une quarantaine d'années. Aujourd'hui, on le sait, on sait le faire et on utilise une combinaison de médicaments. Il faut savoir qu'il faut laisser le temps aux cellules souches de devenir matures et de donner les cellules du sang, les nouvelles cellules du sang, donc ça prend du temps. Donc les symptômes de la MGCH n'apparaissent pas tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On donne des anti-inflammatoires et d'autres médicaments pour calmer un tout petit peu les nouvelles cellules de défense et leur apprendre à cohabiter avec les nouvelles cellules de l'enfant. Donc cette EMGCA généralement se résorbe en 1 ou 2 mois, mais bon, l'enfant reste quand même en observation. Donc pour info, forcément ces techniques de greffe demandent des dons, et vous pouvez tous être ce qu'on appelle des veilleurs de vie, c'est-à-dire être capable par son don d'organes, qui n'est pas donc létal, ça ne va pas vous tuer, mais simplement par des prélèvements de sang ou des prélèvements donc de la moelle directement dans les os du bassin, donc ce qu'on appelle les os du bassin, la partie un peu plus large des os du bassin, vous l'avez en rouge ici, donc les zones de prélèvement, on va faire un don de sa moelle, d'accord? Donc si c'est un prélèvement de sang, écoutez, prélèvement directement dans le sang, eh bien c'est un traitement il faut un traitement préalable à domicile, il faut ensuite aller en ambulatoire, donc vous rentrez le matin, vous ressortez l'après-midi à l'hôpital et il n'y a pas d'anesthésie.
Donc on essaye voilà, de cibler les cellules souches et de les trouver, on va les trier à l'intérieur de ça. Et ça correspond à 78% des prélèvements, ça ressemble à une simple prise de sang, vous rentrez à l'hôpital, vous ressortez, tout se régénère très bien. Ou alors vous choisissez l'autre option qui est un prélèvement directement des cellules souches dans les os postérieurs du bassin. Donc par contre là c'est une hospitalisation plus lourde, 28 à 48 heures, sous anesthésie générale. Et par contre la régénérescence de vos tissus se fait extrêmement rapidement, donc il n'y a pas de risque pour le donneur. Ça correspond seulement à 22% des prélèvements. C'est un prélèvement qui est beaucoup plus impressionnant, hein, vu la taille de la canule, et c'est un prélèvement qui se fait dans l'os surtout. Vous pouvez être donneur à partir de vos 18 ans. Donc vous êtes forcément, certainement, donneur compatible avec au moins une personne dans le monde, donc peut-être un enfant, peut-être un adulte en attente de greffe. Alors voilà pourquoi j'ai mis un ruban vert donc, dans ma page de présentation pour ce chapitre. Ce ruban vert correspond aux symboles des associations qui soutiennent le don d'organes et le don de tissus. D'accord. Donc adopter le ruban vert, c'est prendre conscience qu'on est tous des donneurs et qu'on est potentiellement peut-être tous aussi des receveurs. D'accord. Donc faire un geste de don d'organes, c'est aussi penser aux autres. Alors on rappelle aussi par la loi que tout citoyen est considéré comme un donneur, sauf si vous exprimez votre refus de votre vivant. Donc il faut, vous lirez donc les 3 points qui sont en dessous, pour bien comprendre que dans tous les cas, tout le monde est donneur d'organes. Il faut indiquer que vous ne voulez pas donner soit tous vos organes, soit certains de votre vivant. Sinon, vous êtes une source potentiellement d'organes pour sauver d'autres vies. Le ruban vert est aussi le signe distinctif de la gratitude exprimée, d'accord, par la société de tous les donneurs d'organes et de tissus, d'accord, qui remercie à chaque fois les personnes donneuses, d'accord, de faire ce geste pour soigner une autre personne, voire plusieurs. Voilà donc pour la première technique thérapeutique, hein, c'est la greffe d'organes, une technique très ancienne qui a à peu près plus d'une quarantaine d'années. Alors le professeur Fischer, dont on entend parler depuis le début, dont je vous parle depuis le début, est le père d'une nouvelle thérapie, qui est une thérapie du 21e siècle, c'est la thérapie génique. Alors on a fait énormément de progrès au niveau de la connaissance donc, sur l'ADN, sur les gènes, sur la façon dont ils se transmettent, sur les virus également. Et donc il a combiné toutes ces connaissances pour essayer de trouver un traitement et supprimer cette idée de bébé bulle et d'enfant enfermé dans une bulle. Jusque dans les années 2000, le seul espoir donc, était donc la greffe de moelle osseuse. Mais le professeur rappelle que le gros problème, c'est de trouver des donneurs, et surtout le deuxième gros problème, c'est que les donneurs et receveurs doivent être compatibles. Donc, ce professeur au Collège de France et directeur de l'Institut des maladies génétiques, qui s'appelle Imagine, a mis au point ce qu'on appelle la thérapie génique, c'est lui qui l'a inventé avec son équipe, pour prendre en charge les nourrissons, on n'attend pas qu'ils soient très très vieux, atteints donc du DICS comme David Vetter. Et son idée, c'est de guérir les enfants en modifiant directement l'ADN dans les cellules défectueuses. C'est-à-dire qu'il va aller changer le gène muté, le gène qui ne permet pas la production de la protéine permettant d'avoir des lymphocytes BT, donc qui soient actifs. Ils veulent directement changer l'ADN à l'intérieur des cellules souches qui sont dans la moelle osseuse. Donc ce qu'on avait appelé les CSH tout à l'heure, cellules souches hématopathiques. Le principe est extrêmement simple. Cette thérapie génique, qui est une stratégie de transfert de gènes, va consister à faire pénétrer des gènes médicaments dans les cellules d'un individu pour traiter une maladie. Le principe, en fait, est extrêmement simple. Dans le cas de notre exemple, on va prélever dans l'os des cellules souches de la moelle osseuse du patient, c'est-à-dire de l'enfant atteint, ça c'est un enfant atteint par un DICS, et ces cellules souches, donc c'est CSH, cellules souches hématopoïétiques, elles contiennent toutes, vous l'avez compris, le gène muté, c'est-à-dire un gène qui ne permet pas d'avoir ensuite des lymphocytes B et T actifs. On a besoin de modifier ce gène, donc on va faire appel à un virus, d'accord, dont on va regarder le schéma, enlever une partie du matériel génétique, vous l'avez ici, donc on supprime ce matériel génétique et on remplace ce virus qui est rendu inoffensif par un gène médicament, c'est-à-dire la version normale, la version classique, qui va permettre la production de la protéine et donc qui va permettre d'avoir des lymphocytes B et T qui fonctionnent. Donc regardez bien, on l'intègre à l'ADN viral. Alors vous ne devinerez jamais quel est le virus qui est utilisé actuellement. Le professeur Fischer va vous l'expliquer, vous allez voir, c'est assez étonnant.
Alors ces vecteurs se sont développés au cours des 30-40 dernières années. C'est le travail d'un très grand nombre d'équipes de recherche de par le monde, à partir de travaux très fondamentaux dans le domaine de la biologie moléculaire et de la virologie, de la connaissance de certains virus particuliers que l'on appelle les rétrovirus, dont le virus de sida, HIV. À vrai dire, aujourd'hui, le vecteur viral qui est utilisé le plus communément, en tous les cas lorsque l'on cherche à effectuer une thérapie génique qui considère les cellules du sang, c'est le virus HIV modifié, décortiqué, rendu inoffensif, qui est utilisé parce il possède des propriétés très intéressantes qui, en gros, la propriété la plus importante est le fait que son matériel génétique s'intègre dans le génome de la cellule. Donc ensuite, il est caché dans le génome de la cellule, ce qui peut être embêtant lorsqu'il s'agit d'une infection, mais là, ce n'est pas une infection par un virus complet, c'est simplement quelques éléments du virus, et cela permet de faire fabriquer de façon continue, pendant potentiellement des dizaines d'années, la protéine thérapeutique. Donc vous l'avez compris, on utilise un virus VIH, donc le virus d'immunodéficience humaine, donc le virus qui normalement est responsable du sida, ce qui fera l'objet de notre prochaine vidéo. Et bien là, on connaît tellement bien ce virus aujourd'hui qu'on arrive à le rendre utile, c'est-à-dire on utilise du négatif, qui est normalement un virus pathogène, et on en fait du positif, c'est-à-dire qu'on va utiliser deux éléments importants chez lui. Vous l'avez compris, le fait que un virus peut intégrer, mais ça tous les virus le font, son patrimoine génétique à celui de la cellule hôte. Mais autre élément, c'est que les virus VIH ont pour cible, d'accord, comme cellule cible, les lymphocytes, et principalement des lymphocytes T. Donc ils vont avoir pour cible aussi les cellules, d'accord, souches qui vont donner les lymphocytes. Donc vous avez compris, on va contaminer, d'accord, et cultiver des cellules en présence des virus. Donc on va contaminer mes cellules souches qui ont l'ADN qui est mauvais, hein, et on va potentiellement les changer leur ADN grâce à l'ADN viral modifié. Une fois qu'on a suffisamment de cellules souches modifiées, donc normales, on les perfuse, comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, on les perfuse à l'enfant, de manière, comme on utilise la technique de greffe de moelle osseuse classique, sauf que là, c'est pas une greffe, c'est une autogreffe, c'est sa propre moelle osseuse qui a été modifiée génétiquement et qu'on va ensuite lui reperfuser. Ces cellules souches vont modifier, donc normales, vont retrouver l'os, etc., etc., et vont donner donc des lymphocytes B et T. Alors l'enfant va subir comme ça plusieurs, séries d'injections avec ces gènes, avec ces cellules modifiées grâce à des gènes médicaments. Alors, on résume, on utilise des cellules de l'enfant lui-même, donc c'est une autogreffe. On prélève des cellules souches de la lignée défectueuse, donc on lui prélève de la moelle osseuse à lui, d'accord, avec les cellules souches à l'intérieur. On infecte ces cellules souches avec des virus modifiés qui vont contenir la copie normale du gène. Cette copie normale du gène va s'intégrer à l'ADN, donc des cellules souches des futures cellules du sang, donc aussi des cellules qui vont donner les lymphocytes. Et ensuite, on va réinjecter par voie sanguine ces cellules donc modifiées, guéries, c'est-à-dire ces cellules de moelle osseuse qui vont être guéries. Alors, ces cellules vont ensuite, comme d'habitude, retrouver leur position, elles vont retourner à l'os et puis donc produire des lymphocytes B et T naturels. Regardez donc cet enfant qui subit plusieurs injections depuis qu'il est petit, de manière à ce que la quantité de cellules dans sa moelle osseuse corresponde à des cellules modifiées, guéries, et que pendant toute sa vie, il ait suffisamment de cellules souches modifiées, guéries, pour pouvoir avoir des défenses à long terme. On fait le bilan. L'immunodéficience est une incapacité de notre système de défense à lutter
efficacement contre les infections. Dans notre cas, elles sont innées, ça signifie que la déficience est de naissance. L'exemple que je vous ai montré d'immunodéficience innée, donc toucher la production de lymphocyte B et de lymphocyte T. Donc un enfant qui a une immunodéficience va présenter un nombre excessivement anormal d'infections graves dès les premiers mois de la vie. Donc c'est les premiers symptômes. La plus connue, la forme liée au chromosome X de ces déficiences combinées sévères, eh bien, c'est la plus répandue, elle correspond à 45 à 50%, donc déficience immunitaire combinée sévère. Donc c'est un exemple d'immunodéficience, il y en a d'autres. Ensuite, deux traitements possibles, un traitement très ancien, privilégié d'abord dans un premier temps, qui dépend donc des donneurs et qui dépend des compatibilités, c'est la greffe de cellules souches, donc de moelle osseuse. D'accord, donc on va soit prendre de la moelle osseuse d'un donneur, soit parfois prendre des cellules du cordon ombilical de donneurs compatibles. Un nouveau traitement plus récent va soigner, donc grâce à des modifications génétiques de cellules du patient. Regardez bien, je pense que l'image est claire. On va changer une portion d'ADN à l'intérieur des cellules souches pour que l'enfant retrouve des lymphocytes B et des lymphocytes T.